23h sur Europe 1, l'heure de notre rendez-vous. Alors pendant que certains dorment déjà paisiblement, d'autres voient les heures s'étirer, mais nous sommes à vos côtés pour veiller avec vous, pour parler de ce qui vous préoccupe, vous tourmente, pour chasser ces ombres qui vous empêchent de trouver le sommeil. La ligne est ouverte au 39 21. Vous y serez accueillis ce soir par Asiba et Julie avec Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et bien sûr, à tout moment, vous pouvez également donner votre point de vue par courriel sur le site europe1.fr ou par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Vous pouvez également témoigner en direct de votre vécu, dialoguer avec nous en appelant le 39 21 jusqu'à 1 heure, 2 heures de direct, 2 heures de libre antenne, de partage, d'émotion. C'est tout de suite. Caroline Dublanche. Bonsoir Frédéric. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors vous m'appelez parce que vous êtes au chômage depuis 2010 et ça a eu beaucoup de répercussions dans votre vie et dans votre vie personnelle également. Exactement. Ouais. Vous étiez saisonnier auparavant. Oui, j'étais saisonnier dans une entreprise. Qui fait une entreprise de vacances qui est bien connue en fait. Et bon, d'accord, oui, dans un club très connu. Voilà. Oui. De toute façon, il n'y en a pas 36 en même temps. Donc il y en a peut-être 2 ou 3. Oui. Donc voilà. Et bon, c'était quand même des grosses saisons en fait. Et c'était des saisons qui duraient du mois de mars, enfin de Pâques en gros, jusqu'au mois de mi-novembre, en gros, ça faisait des bonnes saisons, en fait. Oui, oui. Et bon, c'est vrai que, bon, les gamins, je les voyais que pendant 3-4 mois, en fait, dans l'année, enfin, à temps plein. C'est pas simple, hein, comme mode de vie. Non, en fait, ouais, c'est pas vraiment simple. Donc, et depuis combien de temps vous travaillez de cette façon-là ? En fait, bon, j'ai eu plusieurs parcours. Oui. Avant depuis 2003, je travaillais, comme ça, en tant que saisonnier. Avant, je travaillais dans la sécurité. Et voilà, donc j'ai changé parce que comme j'ai changé ça compte, c'est tout un concours de circonstances. Parce qu'avant, bon, j'avais une amie, après bon, j'ai rencontré une autre femme et c'est pour ça que j'ai changé du tout au niveau de la restauration en fait. Là, vous étiez dans la restauration, dans ce club de vacances ? Ouais, depuis 2003 jusqu'en 2010. Et votre, ça s'est arrêté, pourquoi ? Parce que... disons, mon ami voulait qu'on se rapproche. Oui. Parce que bon, je faisais quand même 80 km aller, 80 km retour. Oui. Et bon, j'avais 6 jours de repos par semaine. Et en 3 mois de temps, bon, pour trouver du travail, quand on veut rester près de chez soi, c'est pas évident en fait, bon. Et après, bon, c'est pareil. Parce que bon, j'ai fait des stages, et le problème des stages, c'est que bon, on fait des stages au niveau que ce soit dans n'importe quel domaine. Hein. On fait des stages, on a les diplômes, mais après, bon, il faut avoir de l'expérience pour pouvoir acquérir le métier. Et bon, si on commence pas dans un métier, on peut pas avoir d'expérience en même temps. Mais vous aviez déjà une expérience, puisque dans ce club de vacances, vous travailliez dans la restauration. Ouais, j'avais une expérience dans la restauration, mais bon, pas de diplôme au niveau de ça. Donc, parce que bon, sur Bordeaux, en fait, dans la restauration, dans mon domaine, il n'y a pas grand-chose. Donc bon, j'ai passé des trucs dans le BTP, dans les villes, puisque je suis du côté de Blaye. Et quand on recherche, même si on a les diplômes il faut 2 ans d'expérience. Il faut ça. Si on n'a pas d'expérience, si on n'a pas commencé dans un domaine, on peut pas avoir d'expérience en fait. Même si on a les diplômes pour... Oui, ça j'ai bien compris. Mais l'expérience que vous aviez au sein de ce club, vous n'avez pas pu la valider ? Non, malheureusement. C'est curieux ? Oui.
Parce que c'est quand même, vous avez travaillé de 2003 à 2010 dans ce club. Ben, en fait, bon, dans ce club, j'étais plongeur, en fait. Ah oui, Et d'accord, vous voilà. n'étiez pas... Oui, d'accord, je Et comprends mieux. Vous n'aviez tandis pas que, une expérience en tant que telle de la non, restauration. c'est-à-dire quand on travaille, même dans la restauration atypique, c'est-à-dire dans un restaurant euh, qui n'est pas, disons, comme dans un camp saisonnier. Dans les camps saisonniers, en fin de compte, c'est le plongeur, il est plongeur, il fait pas autre chose, il fait pas de trucs autour de la cuisine. D'accord. Tandis qu'un plongeur qui travaille dans un restaurant traditionnel doit s'occuper d'autre chose que la plonge, en fait. Oui. Et ben voilà. Oui, donc aujourd'hui, vous avez des diplômes, mais vous n'avez pas l'expérience. Voilà, malheureusement. Mm. Malheureusement. Bah, c'est dingue, oui. Donc Oui, il faudrait pouvoir mettre le pied à l'étrier et trouver quelqu'un ouais, qui... Que ça soit partout, en fin de compte, que ça soit dans n'importe quel domaine. Hein. Je parle de mon domaine à moi. Hein. Mais bon, après, bon... Oui, mais c'est... J'ai des amis, ça a arrivé pareil. Lui, il y a plusieurs années de ça, il cherchait une place comme chauffeur de car. Et il a fait je sais pas combien de places avant que quelqu'un lui fasse confiance, en fait. Sinon, il lui fallait 3 ans d'espérance, 3 ans ci, 3 ans ça, et voilà. Et pourtant, il avait son transport en commun, il avait son super lourd, il avait passé tout salarié. Hein. Oui, non, mais c'est ça. Il faudrait que vous tombiez sur un employeur qui accepte de vous faire confiance et de dire bon, ben voilà, on se lance. Et alors, c'est vrai que en même temps, c'est important parce que là, vous travailleriez, vous cherchez un poste de cuisinier. Oui, ben depuis. Bon, j'ai travaillé un petit peu à droite à gauche quand même. Hein. Je suis pas resté non plus les deux pieds dans le même sabot. Mais bon, pas des trucs stables en fait. Hein. Parce que bon, en fait, là actuellement, je rechercherais comme chauffeur-livreur, mais bon, ah oui, ça vous cherchez. En véhicule, mais pas poids lourd. Hein, ça, d'accord. Oui, ça n'a plus rien à voir. D'accord, vous avez fait. Oui, mais bon, je cherche un peu dans tout ce qui correspond, disons, à ma capacité. Bon, mais n'ayant pas vraiment de diplôme, c'est pas évident en fait. Mais vous avez un diplôme en quoi, finalement? Ben, diplôme scolaire et tout ça, j'en ai pas. Enfin, quand j'ai passé des CACES, c'est-à-dire conducteur mini-pelle, tractopelle, etc. Et bon, c'est pareil. Enfin, quand je cherche dans tout domaine en fonction de mes capacités et où il n'y a pas besoin vraiment de diplôme, en fait. Oui, mais moi j'avais cru comprendre que maintenant vous aviez des diplômes, mais que vous n'aviez pas l'expérience professionnelle. Donc j'ai cru que vous aviez passé un diplôme, et je pensais que c'était dans le domaine de la restauration. Non, pas du tout. Non. J'ai changé carrément parce que bon, dans la restauration, il n'y a rien. Au niveau de ce que je faisais, il y a pas grand-chose. Surtout dans le Blayais, en fait. Hein. Dans le Blayais, à part les vignes, à part bon, des trucs de... En plus, bon, quand on est sur Blaye, le problème qu'il y a, c'est que Bordeaux, c'est une 40aine de kilomètres. Si on dit qu'on habite Blaye, c'est pas la peine. Comme je dis en parlant vulgairement, c'est le trou du cul du monde, en fait. Bon, et alors là, vous en êtes où par rapport, parce que finalement, si je comprends bien, vous n'êtes plus en couple avec cette personne. Vous aviez fait tout ça pour vous rapprocher d'elle et vous n'êtes plus en couple avec elle. Plus du tout. Ouais. Bon, on a des bons rapports pour la petite, hein, bien sûr. Des rapports cordiaux, hein, mais bon, il n'y a plus rien. Elle a quel âge, votre fille ? Elle a eu 8 ans là, au mois de septembre. D'accord, c'est déjà bien que vous ayez pu maintenir des rapports cordiaux, comme vous dites, pour votre fille. C'est important pour elle. Pour les enfants, de toute façon, ils n'ont pas à souffrir de séparation non plus. Hein. Mais votre couple, c'est votre donc ex-compagne a mal supporté que vous vous retrouviez au chômage ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà. Oui. En fin de compte, le fait de me retrouver au chômage, j'ai déprimé par elle. Oui. Donc, c'est vrai que quand, disons, on a une activité sociable, qu'on voit du monde à l'extérieur de chez soi, bon, quand on rentre chez soi, on peut toujours parler, discuter de ce qu'on a fait, etc. Oui. Elle, quand elle rentrait de son travail, bon, elle me disait ce qu'elle avait fait, etc. Tandis que moi, bon... Quand j'étais à la maison, bon, à part m'occuper de la petite, faire le ménage, des trucs comme ça, qu'est-ce que j'ai fait de plus ? Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est surtout, disons, avoir un lien
et le fait, quand on déprime, on n'a pas envie de parler en fait. Hein. Oui. Donc manque de discours, manque de dialogue, etc. Oui. Vous étiez replié sur vous. Voilà, exactement. Ouais. Oui, et finalement, à ce moment-là, le dialogue entre vous s'est rompu aussi. Vous êtes, elle a pas su, elle a pas pu vous soutenir comme vous en auriez eu besoin. Voilà. Après, en même temps, est-ce que, disons, c'est pas, est-ce qu'on a envie d'être soutenu ou des trucs comme ça? C'est compliqué. J'ai toujours voulu envie de m'en sortir par moi-même. Donc, rechercher l'aide d'une personne, j'ai jamais trop aimé ça en fait. Oui, alors c'est important aussi de le reconnaître. Peut-être que elle a essayé à sa façon et qu'à ce moment-là, vous n'étiez pas même de pouvoir l'accepter, l'entendre. Vous étiez mal et il y avait une question aussi de fierté. Non, mais c'est surtout la fierté en fait. Jean-Marc nous en parlait hier, je ne sais pas si vous l'entendiez, c'est cet auditeur qui, pour des raisons différentes, lui, mais était mal après un divorce et disait qu'il voulait s'en sortir seul et quand je lui proposais peut-être de se faire aider par une aide extérieure, d'aller consulter, il disait non, moi j'ai toujours été fort et je veux m'en sortir tout seul. Et parfois, il faut admettre que savoir demander de l'aide. Et mais c'est vrai que quand on ne va pas bien, et notamment quand on est en dépression, à la fois on a envie que les autres soient présents, s'occupent de nous, s'inquiètent de nous, s'intéressent à nous, et puis on a tendance, parce que la dépression c'est vraiment un repli sur soi-même, à les repousser, à être dans une attitude presque un peu agressive. Alors c'est difficile pour l'entourage de savoir comment se comporter. Oui, c'est clair. Après, malheureusement, elle a trouvé quelqu'un d'autre et voilà. Hein. Oui, oui, parce que c'est pas très valorisant pour la discussion en même temps. Voilà. Mais vous, aujourd'hui, comment allez-vous? Parce qu'il y a... disons pas trop fort. Enfin, moi, actuellement, personnellement, comme les finances sont en baisse, j'ai pas de logement. J'habite dans ma voiture, en fait. Hein. Donc voilà, donc c'est pas le top. Ah, vous habitez dans votre voiture? Ouais. Ah oui, ça c'est un vrai problème. Voiture, c'est une grande voiture, mais quand même, c'est pas le top. Oui, mais enfin, une grande voiture ne remplacera jamais un logement, hein? Non, c'est vrai. Oui, ça c'est un réel problème, ça. Depuis combien de temps? Depuis fin 2010. Ah oui, mais c'est très long, ça. Mais vous avez fait une demande de logement ou... Franchement, non. Pourquoi? Non, parce que, fin de compte, je me dis, dans moi, que si je commence, disons, à demander des aides de ci, des aides de ça, j'ai l'impression, disons, ce que je veux dire, de descendre au bas, en fait. Mais... Non, Frédéric, c'est pas descendre bas, c'est que vous êtes à un moment de votre vie qui est compliqué parce que vous vous retrouvez au chômage. Malheureusement, vous n'êtes pas le seul dans cette situation. Quand on voit le nombre de chômeurs dans ce pays, c'est pas réjouissant. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas se sortir d'une période de chômage. Faut pas pour autant se décourager. Mais c'est ce que vous faites d'ailleurs, vous cherchez... En même temps, j'arrive à trouver des petits trucs, des petites périodes de quelques jours par-ci, quelques jours par-là en fait. Hein. Mais pas assez financièrement pour me trouver quelque chose en fait de logement en fait. Oui, mais si vous voulez, d'abord il y a une question de... Quand vous dites j'aurais l'impression en demandant de tomber très bas, il y a aussi un devoir de solidarité. Ouais. Je suis désolée, quand vous aviez un travail, vous avez cotisé pour participer justement à cette solidarité et participer à tous ceux qui n'avaient à ce moment-là pas de boulot
et payer des impôts et autres. Et vous continuez d'ailleurs à en payer là. Hein, donc, il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, que vous êtes dans une période plus difficile de votre vie, vous ne puissiez pas demander. Ouais, c'est clair. C'est pas s'abaisser que de demander. Parce que vivre dans votre voiture, c'est pas une vie. Cela dit, il y a aussi, j'entends que depuis le début, vous me dites qu'il n'y a pas de boulot dans votre domaine, là où vous êtes. Mais maintenant, vous pourriez aussi changer de région. Qu'est-ce qui vous retient après tout? Alors votre petite fille, j'imagine, mais bon. Ce qui me retient, c'est ma petite fille. Ouais, mais en même temps, Frédéric, votre petite fille. Oui, d'accord, j'entends ça. Mais votre petite fille, en vivant dans votre voiture, vous pouvez pas la recevoir non plus. Vous voyez, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Alors peut-être que en allant un peu plus loin, en cherchant, en vous déplaçant, en étant plus mobile, vous pourriez vous éloigner un peu géographiquement, puisque vous et trouver et chercher un peu ailleurs. C'est ce que j'ai fait. Bon, je postule pour des trucs, comme je dis dans les courriers que j'envoie. Quand je postule pour une place, c'est que je suis prêt. Bon, faut pas que ça soit plus loin que Bordeaux, en fait. Faut pas que ça soit à 300 km non plus. Hein. Que je suis prêt à déménager pour aller habiter sur Bordeaux. Mais quand les gens ils entendent Bordeaux, Blaye, 40 km, c'est trop loin. Eux, ils veulent quelqu'un qui soit au pied de leur porte, en fait. Qui soit, pardon ? Qu'on soit au pied de leur porte, pratiquement. Une personne qui va travailler sur Bordeaux, il faudrait qu'elle habite Bordeaux, en fait, presque. Non, mais moi, j'ai envie de vous dire, Frédéric, à un moment, il faut peut-être sortir carrément de Bordeaux et de la région bordelaise. Il y a autre chose dans la vie que Bordeaux. Ouais, c'est vrai. Mais oui, mais je crois que c'est ça. Vous vous fixez trop sur la région bordelaise. À un moment, c'est peut-être votre vie, là, qui est un peu à revoir. Ouais, parce que, vous voyez, à un moment, vous étiez saisonnier. Alors, ça a posé des problèmes dans votre couple. Vous avez tout fait pour vous rapprocher de cette femme. Ben, malheureusement, ça n'a rien changé. Vous vous êtes retrouvé au chômage. Et au fond, ça a entraîné la chute de votre couple, parce que vous, c'est très dur le chômage. Psychologiquement, c'est une épreuve redoutable de se retrouver au chômage. Donc aujourd'hui, c'est vrai que en étant comme ça, aussi isolé socialement, aussi vous pouvez pas aller bien psychologiquement, donc c'est important de mettre toutes les chances de votre côté et d'élargir votre horizon et d'aller plus loin. Alors c'est vrai que bon, il y a un choix à faire en vous disant vous vous éloignez un peu géographiquement de votre petite fille, mais en même temps, si vous retrouvez un boulot, vous pourrez aussi la recevoir dans de meilleures conditions. Oui, c'est vrai. Ouais, mais disons, en même temps, en m'éloignant, en même temps, disons, il faut que j'ai quand même certains moyens financiers pour me déplacer. Tant que, même en trouvant une place tout de suite, je n'aurai pas tout de suite le moyen financier. Mais vous les retrouverez, les moyens financiers. Ouais. Et vous pouvez, en attendant, alors là, c'est là où vous pouvez, en attendant, aller voir à la mairie, demander une aide. Et là, je suis désolée, c'est pas tomber bas. C'est expliquer ce qu'il en est de votre situation. C'est aussi, vous avez droit à des aides auxquelles ça se trouve vous ne demandez pas. Ça serait dommage de ne pas bénéficier d'aides auxquelles vous avez peut-être droit. Vous voyez, c'est pas voler, c'est pas non. C'est quand même là, il faut peut-être mettre votre fierté de côté. D'ailleurs, votre entourage est-il au courant de votre situation ? Disons, mon entourage, il est relativement loin. J'avais une sœur qui habitait sur Bordeaux avant, et maintenant elle habite vers Nantes, par là-bas. Depuis le décès de nos parents, c'est un peu éloigné en fait. Donc voilà. Oui, vous êtes moins proche, oui, vous n'avez plus vos parents, donc avec vos frères et sœurs... Vous les voyez moins. Et en même temps, il y a de la fierté, comme je dis. En même temps, il n'y a pas que de la fierté, c'est le fait de ne pas avoir l'habitude de se retrouver dans un cas comme ça.
Non, mais je comprends. C'est après, tout devient difficile. Compte, en fait. Comment? Oui, mais je comprends. Tout devient difficile. Ouais. Après, ça devient. Vous vous êtes aménagé une vie comme ça dans cette précarité. Et après, ça devient compliqué de faire des démarches. Et comme vous dites, même pour donner une adresse. Voilà, exactement. Aujourd'hui. Pas bon l'adresse. Comment faites-vous, par exemple? La mère de ma fille accepte que je garde l'adresse d'où on était ensemble. D'accord. Pour recevoir les courriers et trucs comme ça. Ça, c'est important, oui. Même pour les repas de famille, les repas de Noël, bon, elle m'invite pour manger avec la petite, des trucs comme ça. Hein, et là-dessus, il n'y a pas de souci. Et bon, pour habiter, non. Pour habiter ensemble, non, ça c'est clair. Mais oui. Ce qui est tout à fait normal, je le conçois. Hein. Mais... Oui, parce qu'habiter ensemble, ça voudrait dire former à nouveau un couple. Disons, moi, je ne pourrais pas, parce que sachant qu'elle a quelqu'un d'autre, même s'ils ne vivent pas ensemble, et voilà. Après, bon, la petite ne le comprendrait pas non plus. Donc, tiens, papa, il revient, tiens, qu'est-ce qui se passe Et je pense pas que son ami actuel l'accepterait aussi. Hein. Donc, ce qui est logique. Mais... c'est déjà bien si vous pouvez, enfin c'est important, vous pouvez donner son adresse pour envoyer des lettres, des CV. Voilà, mais voyez, je vois, il y a David qui dit il y a à Pornic un resto qui recherchait un plongeur. Bon, je peux pas donner le nom de la brasserie, mais on vous la donnera hors antenne. La brasserie. Il y a certainement plein de la saison encore en septembre. Il y a des gens et puis de toute façon la saison c'est pas terminé hein, dans les brasseries. Non. Il y a certainement des restos qui peuvent chercher. Il y a Fabrice d'Angers qui dit il y a les ardoisiers d'Angers qui recrutent. Donc il faut simplement maintenant oser le changement. Donc il y a certainement des choses, mais c'est vrai qu'il faut peut-être accepter aussi de bouger. Alors maintenant, bon, cela dit, il y a peut-être des gens qui vous écoutent. Alors, ce qui serait bien pour vous, c'est dans la région de Bordeaux, peut-être, je sais pas moi, des restaurateurs qui cherchent soit quelqu'un pour la plonge, soit mieux dans la restauration, cuisinier, ou vous dites chauffeur-livreur, ou bon, à ce moment-là, vous appelez le 3921 et on vous transmettra. Mais bon, chauffeur-livreur en petite messagerie, parce que j'ai pas de permis poids lourd, hein, malheureusement. Voilà, donc c'est vrai que bon, sur Bordeaux, ils recherchent relativement pas mal, mais bon, c'est vrai que bon, leur peur, la plupart, il faudrait qu'ils arrêtent d'avoir peur qu'une personne qui habite sur Blaye. Pourtant, sur Blaye, on n'est vraiment pas méchant. Hein. Oui, mais attention à vous de ne pas vous fixer trop sur Blaye aussi. Oui, bien sûr. On va accueillir Jean-Marc qui est avec nous au 3921. Bonsoir Jean-Marc. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Oui, je voulais dire à Frédéric, moi je le sens découragé, on peut le comprendre. Alors je n'ai pas écouté son âge, je ne sais pas quel âge il a. Je pense qu'il est nettement plus jeune que moi, j'ai 61 ans. Il ne l'a pas dit, mais Frédéric... Un tout petit peu plus jeune, 46. Bon, moi j'arrive, à 56 ans, je me suis retrouvé licencié. Depuis ce temps-là, c'est plus ou moins la galère, c'est-à-dire bon, je suis reparti dans l'animation commerciale parce que bon, j'ai toujours été dans le commercial. J'arrive à la fin de mes droits. Bon, moi, je peux te tutoyer? Oui, bien sûr. Bon, alors moi, si je te sens découragé, ne te décourage pas. Faut toujours rebondir. Mais il faut que tu acceptes, c'est ce que disait Caroline tout à l'heure, il faut que tu acceptes qu'on t'aide. Moi, je serais que toi, j'irais voir les services sociaux. As-tu encore du chômage ou n'en as-tu plus? Ça commence à laisser pas mal. Hein. Bon, alors, il faut que tu commences à voir les problèmes éventuellement. Après, si tu auras droit à la SS ou si tu seras bénéficiaire du RSA, voir... Au niveau du logement, il faut que tu vois aussi, ces gens-là vont t'aider et tu auras certainement droit à une allocation à l'ALS, l'allocation logement de solidarité. Moi, je pense que c'est les premières choses à remettre. Et puis, éventuellement, pour te remettre le pied à l'étrier au niveau boulot, essaie de voir si dans ta commune, dans les communes environnantes, il n'y a pas des associations ou la mairie ou des collectivités et sur des contrats aidés à 20 heures. Bon, c'est pas
c'est pas suffisant. C'est bon, je veux dire, c'est 650 € par mois. Hein. Je suis en négociation sur un truc comme ça. Mais ça permet de remettre ça, plus éventuellement l'allocation logement, machin. Ça permet de se rétablir, de se remettre le pied à l'étrier, d'être obligé d'être à telle heure à l'heure pour le boulot. Parce que je sais ce que c'est de se retrouver au chômage pendant un certain temps. On perd les bonnes habitudes aussi. C'est clair. Enfin, ça, pour les bonnes habitudes, bon, ça, je les perds pas parce que bon, j'arrive à me déplacer, à me lever, me forcer, disons, à me lever à telle heure, des trucs comme ça. Oui, mais donc, comment se passent vos journées, par exemple? Mes journées, je vais à la NPE, je recherche des offres d'emploi, je fais des courriers, malgré tout. Oui, vous êtes courageux, hein, vous êtes volontaire. Je suis quand même actif, en fin de compte. En même temps, je suis déprimé du fait que bon, j'ai personne, que j'ai pris ma femme. Mais bon, c'est pas tellement le fait, disons, de me retrouver. Si, le fait de me retrouver au chômage, c'est surtout de ne pas avoir une vie sociale. Et c'est vrai que comme disait la personne avec côté, dont j'ai oublié le prénom, Jean-Marc, qui me disait de faire des petits stages, des trucs comme ça par les collectivités, même à 20h, ça permet aussi d'avoir un lien social avec des gens, de voir d'autres personnes. Et puis de retrouver des opportunités aussi. Voilà. Et je veux dire, si tu as un contrat à 20h, par exemple, moi, ce que je risque d'avoir, j'attends la réponse là, j'aurai quand même mes samedis de libre, ce qui fait que le samedi, si on me repropose une animation, je la prendrai quand même. Ça permet de faire un petit plus. Bon. Enfin, moi personnellement, je m'en fous, disons, que ce soit travailler le samedi, le dimanche. Quand je travaillais dans la sécurité à l'époque, c'est pareil. Hein. Oui, mais on travaille aussi bien les week-ends que les... Non, mais bien sûr, mais bon, je veux dire, en général, ces contrats-là, c'est 5 jours par semaine, donc... mais peut-être, en tout cas, vous avez... un petit plus, c'est toujours bien. Vous avez touché à beaucoup de domaines, hein, quand même, que ce soit la sécurité, la restauration. Là, vous avez fait plutôt une formation du côté de chauffeur-livreur. Donc, il y a beaucoup d'atouts dans votre manche. C'est ce qu'il faut vous dire. Peut-être que maintenant, il faut essayer d'ouvrir un petit peu et de voir, comme vous le dites, hein, Jean-Marc, du côté aussi des services sociaux et d'accepter quand même, c'est ça l'idée, un petit coup de main, parce que je reçois aussi un message qui dit il faut parfois se résoudre à l'idée qu'à un moment on n'a pas les épaules, on est dans un moment difficile pour surmonter ces difficultés et accepter l'aide des services sociaux, c'est pas une honte. Hein, voilà. Je peux te poser une question. Alors, ça sera la dernière. Oui. Je peux te poser une question, Frédéric? Oui, vas-y. En vivant dans ta voiture, comment tu fais pour te laver le matin, pour prendre des douches, pour faire Ben, en fait, je connais un restaurant routier qui me prête son parking et il a un endroit où je peux me doucher. Alors, parce que bon, je veux dire, on va chercher du boulot, tout ça, c'est vachement important, quoi. Bah oui, bien sûr, d'être propre sur soi, de se raser, tout ça, d'être correct. Digne, oui. Même pour repasser mes vêtements, je connais quelqu'un qui me les repasse. Bon, ça, y a pas de problème. Vous voulez pousser un coup de gueule, oui? Un petit coup de gueule, c'est au niveau du Pôle emploi. Hein. C'est que je trouve drôle, c'est qu'il y a des annonces, parce que je les consulte régulièrement, c'est des annonces, c'est qu'il y a des postes à pourvoir, quand on regarde les entreprises, qui datent, admettons, il y a 6 mois en gros. Donc je me demande comment, disons, une entreprise qui a 6 mois, il y a plus de 6 mois qu'elle a posé son annonce, est encore valide au Pôle emploi et que quand on téléphone souvent à cette annonce, ah ben non, le poste il est pourvu au moins depuis plusieurs mois. Ben oui, parce que... Voilà, c'est juste ce petit coup de gueule aussi que je voulais pousser un petit peu au niveau des organismes comme ça. Parce que c'est pas mis à jour, parce qu'ils sont débordés. Ouais, débordés, mais bon, c'est jamais le Pôle emploi, moi, enfin... c'est vrai que c'est jamais le Pôle emploi qui m'a aidé pour trouver du travail. Ils sont pas dans une situation en nombre d'employés par rapport au boulot qu'ils ont qui leur permettent de faire bien leur travail. Malheureusement. Ça c'est clair. Voilà. Malheureusement. Ouais, je vais pas me faire plus long. Écoutez, si vous voulez peut-être poursuivre hors antenne, on peut vous mettre en relation si vous le souhaitez. En tout cas, ne raccrochez pas, Frédéric, on va vous donner les coordonnées du resto à Pornic. Peut-être qu'entre-temps ils ont cherché, mais on ne sait jamais. C'est un peu plus éloigné de Blaye, hein, mais on ne sait jamais. Merci à David qui nous a communiqué les coordonnées. Et puis, écoutez, bon courage, bonne chance à vous. Rappelez-nous pour nous donner de vos nouvelles. Et puis, si jamais du côté de Blaye ou de Bordeaux, on va élargir, vous avez un emploi, la Gironde a proposé à Frédéric, ou plus largement, n'hésitez pas à nous contacter au 39 21 et évidemment, nous transmettrons à Frédéric.
Frédéric. Merci beaucoup Jean-Marc et bonne chance à vous également. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Merci Jean-Marc et merci à tous. Au revoir. Allez, bonne soirée. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes les minutes. Il y a Sandrine qui dit l'intérim est parfois un bon moyen de se remettre le pied à l'étrier. Je parle en connaissance de cause, dit Sandrine. Et puis, il y a Héliotrope qui dit peut-être, pourquoi pas une formation pour passer le CAP de gardien d'immeuble. Les bailleurs ont besoin d'hommes expérimentés comme vous. Vous pouvez en parler à Pôle emploi. On va maintenant accueillir Magali. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Magali. Alors je vous appelle. Je vais essayer d'être assez claire. Si je ne suis pas, posez-moi des questions. Oui. Donc voilà, je me pose des questions. Depuis le mois de septembre, en fait, je suis séparée et nous avons un petit garçon de 2 ans et demi à peu près. Et on partage la garde 1 semaine sur 2. Oui. Donc voilà, et là, donc depuis le mois de septembre, je me pose des questions. En fait, il y a eu 2 événements. Le premier événement, une fois mon conjoint, alors je ne veux pas donner de nom, par contre. Non, mais vous avez raison. Vous ne donnez pas de nom, ni de votre conjoint, ni de votre petit garçon. Oui. Donc une fois mon conjoint m'appelle et il me dit notre fils se plaint d'avoir mal au bras, il se tient le bras, il pleure. Donc je lui dis t'as qu'à appeler la pédiatre et puis tu vois avec elle. Donc il appelle la pédiatre et la pédiatre nous renvoie vers les urgences. Donc là il me rappelle, donc je lui dis je viens de chercher puis on emmène notre fils aux urgences et puis on va voir ce qu'il a. Donc on va aux urgences, on passe des radios, etc. Puis en fait il s'avère que il avait un ligament déplacé. Donc tout ça s'est remis en place et en fait c'était dû à la manière dont mon conjoint avait pris notre fils. C'est de cette manière-là, en fait, il l'avait pris au milieu des bras, alors que normalement on prend un enfant en haut des bras. Donc il l'avait pris au milieu et c'est pour ça qu'il lui avait déplacé un ligament. Là aujourd'hui, il me ramène notre fils donc en fin de journée et pareil notre fils se tient le bras et là je lui dis qu'est-ce qu'il a. Alors il me dit voilà en près de la route, il a voulu aller sur la route, du coup il l'a retenu et il me dit il s'est couché par terre, du coup je l'ai retenu et puis je lui ai peut-être un peu tordu le bras, mais il me dit a priori ça va bien puisqu'il arrive à bouger le bras. Bon, effectivement on se rend compte que tout va bien et moi ce soir au repas je remarque en fait il a un bleu qui est apparu sur la main. Donc c'est 2 petits événements, mais en même temps, c'est 2 petits événements qui m'inquiètent. Alors ça m'inquiète parce que mon conjoint, lorsqu'il était plus jeune, il y a eu un petit peu de maltraitance de la part. Il a été un peu maltraité par son père. Son père avait de temps en temps des accès de violence et quand il m'avait raconté tout ça, je lui avais dit mais ça c'est de la maltraitance. Et son père à lui dit qu'il ne l'a jamais maltraité, que comme tous les enfants, il a eu des gifles et puis basta. Sauf que c'était pas des gifles. Oui. Mon conjoint raconte que il s'est déjà retrouvé en chien de fusil et que son père lui tapait dessus avec les pieds, etc. Bon. Oui, ça va beaucoup plus loin. Oui, on est dans les mauvais traitements. Même si ça n'a pas été très fréquent, ça a été quand même beaucoup plus loin. Et d'ailleurs, il vous en parlait, votre conjoint? Oui, il m'a même raconté une histoire où, quand il était plus jeune, il fallait qu'il apprenne ses tables de multiplication. Il n'arrivait pas à les apprendre et son père l'avait mis dans sa chambre en pleine journée dans le noir en lui disant tu vas te calmer comme ça. Il est resté dans sa chambre à pleurer et après son père est venu le rechercher en lui disant maintenant tu vas apprendre tes tables de multiplication. Bon, c'était assez c'était quand même particulier. Du coup. Donc voilà, et donc là je m'inquiète parce que donc du coup la première fois avec le ligament, le soir, je lui avais quand même renvoyé un message en lui disant que
Parce qu'en fait, à l'hôpital, il a quand même eu du mal à dire ce qui s'était passé, parce que les infirmières nous disaient qu'est-ce qui s'est passé avant qu'il passe les radios. On questionnait le papa, oui. Oui, et le papa disait je sais pas trop, la veille il est tombé 2 fois, mais il avait rien. Il a eu du mal en fait à dire qu'à un moment il l'avait quand même pris par les bras. Oui, parce que cela peut arriver. Ce que vous racontez là, hein, ou malheureusement, sans que ce soit volontaire. Enfin, je ne dis pas. Il peut y avoir une prise de l'enfant trop brutale. Comme vous dites, l'enfant est attrapé. Il y a une telle disproportion déjà de taille entre l'adulte et l'enfant. Oui. Ou comme vous dites, il n'est pas bien pris sous le bras. Est pris comme ça, soulevé trop rapidement de terre, et ça peut entraîner effectivement un problème au niveau du ligament. Ça arrive. Mais dans ces cas-là, souvent l'adulte lui-même va l'évoquer. Il y a beaucoup de culpabilité. Alors c'est vrai que le fait qu'il ait du mal à l'exprimer, vous voyez, qu'il tourne autour, qu'il ait mis du temps, qu'il mette du temps, et puis ce qui est préoccupant dans ce que vous décrivez, évidemment, c'est pour ça aussi que ça vous perturbe autant et que ça vous préoccupe à juste titre, je dirais, c'est son histoire à lui. Oui. C'est son histoire à lui d'enfant, parce qu'on sait malheureusement que les parents peuvent rejouer avec leurs enfants ce qui s'est passé dans leur propre histoire. Je dis bien peuvent, c'est-à-dire je veux pas faire d'automatisme de dire mais c'est quand même on sait que la plupart des parents maltraitants ont été des enfants maltraités. Alors ça ne veut pas dire que tous les enfants maltraités deviendront des parents maltraitants. Vous voyez, il y a cette nuance à faire, parce que pour peu que l'on travaille sur son histoire, que l'on peut élaborer ses traumatismes, on va pouvoir changer le scénario. Mais en revanche, quand on regarde les parents qui maltraitent leurs enfants ou qui leur font subir des sévices sexuels, ils ont vécu dans des familles où il y avait de la violence et où ils ont eu à subir de la violence. Il y a pas ça tombe pas du ciel. Donc, je dirais, vos préoccupations ne me semblent pas infondées. Mais en même temps, je ne sais pas quoi faire, parce que dans son histoire, à mon conjoint, la maman n'est jamais intervenue. Quoi, elle dit ne jamais avoir rien vu ni entendu. Sauf que je me dis que c'est impossible. Mais c'est justement qu'elle ait échappé à ça, quoi. Oui, mais c'est justement c'est justement là où vous avez vous un rôle à jouer, parce que en cas de doute, je trouve 2 fois de suite à 15 jours d'intervalle. Oh oui, ça s'est passé, les 2 choses se sont passées à 1 an. Il y en a une, ça s'est passé au mois d'août, mais fin août, oui, ça s'est passé dans un mois d'intervalle. Oui, c'est ça qui... À l'hôpital, il y a eu un rapport de fait, qu'est-ce qui a été... Non, on nous a, comme le ligament était remis, on nous a simplement dit ça, puis on est parti. Et la pédiatre vous a envoyé aux urgences? Oui. Et la pédiatre, elle, vous l'avez appelée? Non. Non. Et là, par rapport à ce qu'il a... du coup, moi, je lui ai mis de l'arnica, mais sur la main... Ça serait bien qu'il voit la pédiatre. C'est quand, pardon? Ça serait bien là que votre fils voit la pédiatre, d'avoir un avis médical, oui. Mais justement, parce que là, c'est pour ça que si je vous appelais, je me disais, est-ce que moi j'avais dans l'idée peut-être d'aller voir un pédopsychiatre, d'en parler. Peut-être je m'étais dit, si mon conjoint entend par un professionnel que c'est peut-être pas si logique que ça de faire un bleu à un enfant, ou peut-être que ça ferait c'est pour réagir. ça que je pense que ça serait important là, avant que ça un bleu, un hématome, ça évolue vite. Donc après, je pense déjà, ça serait bien de rencontrer de voir la pédiatre, qu'il puisse y avoir un certificat médical, quelque chose de fait,
Tout ça, ce sont quand même... il faut des traces. Il faut acter les choses. C'est pas ce que vous en ferez plus tard. Et vous avez raison, oui, qu'il y ait un pédopsychiatre et qu'il puisse, si vous voulez, et que après qu'il vous rencontre tous les deux et que les choses puissent être parlées. En disant que ce ne sont pas, ce n'est pas anodin. Et je pense que là où je vous rejoins, votre conjoint aurait besoin certainement de parler de lui, de son histoire, parce que à travers son fils, il y a des choses certainement qui le traversent, lui, de son histoire. Je ne sais pas, hein, je ne veux pas, moi je ne le connais pas, mais de ce que vous m'en dites, il peut revivre comme ça et ça doit le laisser d'ailleurs terriblement désemparé par la suite. Ça. Oui, en même temps il y a eu d'autres choses, donc c'est que oui, c'est certain que ça a bouleversé beaucoup de choses. C'est mon conjoint, rien que quand j'étais enceinte, ça a ravivé beaucoup de choses. Et bon, d'accord. Aller voir quelqu'un. Donc ça, c'est une Et puis d'un petit garçon. Et d'un petit ça aurait garçon, été, ouais. je pense, plus simple pour votre conjoint, une petite fille. Il y aurait une moins grande collusion. Alors que là, c'est un petit garçon. Et si vous voulez, c'est déclenché par quelque chose qui n'est pas d'accès, vous voyez, où par moment il ne contrôle pas bien ses gestes, où il y a quelque chose d'accès un peu où il ne maîtrise pas finalement, un peu une colère, quelque chose, où il ne maîtrise pas ses gestes parce qu'il a été lui-même brutalisé, quelque chose qui surgit, qu'il ne peut pas maîtriser. Ça doit le laisser dans un état de très grand désarroi parce que là, il y a l'image du père et du père violent, et c'est terrible. Donc, lui a besoin de mettre des mots là-dessus. Et puis, pour votre petit garçon, c'est également important. Eh ben oui, mais là justement ce soir quand j'ai revu le bleu, pareil, je lui ai envoyé un message. Je disais, ce serait peut-être bien que tu revoies ta sévérité verbale et ou physique. Et puis donc j'ai dit attention, il y a peut-être ton père aussi dans tout ça, nana. Et donc je lui ai dit si tu as besoin d'aller consulter, ça serait peut-être intéressant si tu en ressens le besoin. Et puis donc là il m'a rappelé. Donc il m'a rappelé et là il y avait notre fils à côté. Bon alors du coup c'est pas grave, j'en ai parlé à côté de notre fils et puis je lui ai dit bon bah voilà, il y a toi, il y a aussi notre fils, et je lui dis lui c'est la miniature quoi. Je lui dis imagine que c'est une majorette, les petites voitures. Je lui dis voilà, il est beaucoup plus fragile. Et là ce que mon conjoint m'a répondu, c'est qu'il m'a dit je l'ai pas fait exprès, mais effectivement je ferai attention. Mais en même temps je suis sûre qu'il est de bonne foi, mais en même temps je sais bien que voilà, le problème c'est qu'il maîtrise pas, il va pas maîtriser sa force à un moment donné. Voilà, c'est possible. Même s'il se le dit, j'ai l'impression que voilà, il y a quand même des choses qui se passent, et même s'il dit qu'il va faire attention. Je reçois un mail de Cyril qui dit la luxation du coude est assez fréquente chez les enfants. Cyril qui a été infirmier aux urgences pédiatriques. C'était pas le coude. Elles avaient pas l'air inquiètes du tout. Non, mais c'est pour ça que je le disais, je l'ai dit d'ailleurs. C'est quand on le prend, c'est malheureusement ça arrive parce que je vous dis c'est une façon en plus parfois de prendre l'enfant ou de et il ajoute ne préjuge en rien de maltraitance. Bon, alors évidemment, il faut pas non plus derrière tout. Et vous dites vous-même vous avez été prudente, mais après, il y a tout un contexte, il y a cette nouvelle foi qui arrive après. Peur que ça monte en crescendo. En fait. Et voilà. D'ailleurs, on n'est pas en train de dire attention, signalement et autres. Je pense qu'il est quand même important d'en parler. Il y a le vécu que peut-être Cyril n'a pas entendu derrière de votre conjoint. Oui. Tout ça, donc, je comprends. Il a quand même verbalisé à un moment. Il a dit mon père était un mauvais père. C'était un grand-père avant l'âge, parce que son père était beaucoup dans les loisirs, mais il dit bien mon père a été un mauvais père. Il était bon en tant que grand-père, en quelque sorte. En étant père, il était déjà grand-père, en fait. Mais il dit bien que son père a été un mauvais père. Donc il a quand même verbalisé à un moment les choses.
Mais bon. C'est pour ça que je pense que, vous voyez, il y a un climat quand même de confiance. Il ne cherche pas, il n'est pas dans la dissimulation. Avec moi, non. Non, vous voyez, c'est ce que quelqu'un dit. Il en parle. Avec vous, il vous appelle. Oui. Il l'amène après. Bon, et vous êtes allé voir la pédiatre, les urgences. Ça fait penser. Il y a des parents qui parfois sont dans la maltraitance et qui vont amener l'enfant spontanément d'eux-mêmes aux urgences. Alors que lui, il y a un appel. Avant. Oui, il vous a appelé avant. Donc il a mal au bras et puis c'est moi qui l'ai conseillé. Il se tourne vers vous. Ouais. Donc ça veut dire que... C'est pour ça que je me dis, il attend quelque chose. Oui, et peut-être que le fait, c'est pas neutre. Il aurait pu de lui-même appeler la pédiatre ou aller à l'hôpital. Il vous appelle vous. Donc je pense que ça veut dire que il faut garder quand même une attitude bienveillante. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du tout d'être dans l'accusation, parce que gardez-vous, vous savez pas ce qu'il en est, mais plutôt de dire... Moi, je lui ai simplement dit que tout ça, que le ligament plus ce bleu-là, ça commençait quand même à m'inquiéter de plus en plus. Voilà, ça vous inquiète un petit peu. Donc, parlez-en, allez voir, demandez un rendez-vous là assez rapidement avec la pédiatre. Je vous dis, un hématome, ça évolue rapidement. Vous allez déjà avoir le point de vue quand même médical, puisque elle vous oriente vers les urgences. Vous parlez de vos craintes. Et puis, à ce moment-là, qu'elle vous donne les coordonnées d'un pédopsychiatre. Vous pouvez déjà rencontrer le pédopsychiatre, vous, pour parler de ce que vous ressentez vous, et ça serait bien que vous le rencontriez à deux. Je pense que votre conjoint aurait besoin à travers ça, de parler lui un peu de son histoire à lui. Moi, oui, je voulais déjà aller le voir seul, parler au pédopsychiatre. Bien sûr. Après, je m'étais dit, effectivement, qu'on y aille avec mon conjoint pour que lui entende aussi de la bouche d'un professionnel ce que moi ce que moi je pressens en fait. C'est ce que Brigitte demande. Est-ce que votre petit garçon a eu un comportement particulier après ces faits ? Ce soir, il m'a fait 2 grosses crises de larmes, mais vraiment 2 grosses crises. C'était du coup 2 fois j'ai dû le rassurer, le prendre dans mes bras. Il me suivait, il pleurait. Et du coup c'est ça aussi qui m'a rajouté une peur. Je me suis dit tiens, c'est bizarre. Pourquoi je trouve. Ouais, 2 grosses crises de larmes en fait, et du coup je me dis bon. Alors que habituellement il n'est pas. Ça lui arrive, mais non, c'est pas vraiment son style en fait d'avoir des crises de larmes comme ça. Ça lui arrive, mais bon, c'est quand même pas fréquent. Et là je me dis ça suit quand même ce truc de la main. D'accord. Oui. Alors, et c'est pas la douleur, c'est pas. Je sais pas. Mon conjoint disait, il est peut-être fatigué parce qu'il l'avait emmené toute la journée se balader. Il me dit, moi, tu vois, il s'est jeté par terre près de la route. Bon, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de choses. Je crois que c'est important d'en parler un petit peu. Ce que dit quelqu'un, parlez avec votre conjoint en lui témoignant de la compréhension sans vous accuser, parce que c'est vrai qu'il a cette démarche d'appel, donc il ne s'agit pas de rentrer dans un climat d'accusation, mais je pense de passer par un tiers, un médiateur. Ah oui, non, mais en plus, je suis pas du tout dans l'accusation. Mais ça s'entend, et c'est comme ça que ça pourra être constructif. C'est-à-dire que ça serait bien, peut-être à travers ce qui peut se jouer, que votre conjoint aussi puisse parler de lui enfant, parce que, semble-t-il, son père, à lui, n'a jamais reconnu sa propre violence. Ah non, donc si le père n'a jamais reconnu sa propre violence, lui n'a pas pu être reconnu dans sa souffrance d'enfant. Ah non, c'est certain que le papa n'a jamais reconnu. Il a toujours dit, oui, mais tous les enfants ont des gifles, sauf que là, c'était... Tous les enfants ont des gifles. Ont des gifles, oui. Oui, sauf que en plus, tous les enfants n'ont pas des gifles. Oui. Et puis là, c'était même pas des gifles, en fait. C'était pire que des gifles. Moi, j'ai appelé... Et vous l'avez entendu moi, j'ai dit, c'est de la maltraitance. Voilà, et vous êtes finalement peut-être une des premières, voire une des seules, à avoir nommé les choses. Et c'est peut-être pas, je ne sais pas, ça c'est une interprétation de ma part, je peux me tromper. C'est peut-être pas neutre qu'aujourd'hui il vous appelle vous. Bon, c'est bien, je vais faire comme ça. Alors,
Je vais... c'est bien. Je voulais savoir si effectivement j'allais pas trop loin dans mes démarches en voulant... Non, je pense qu'il faut pas laisser les choses comme ça en l'état et qu'il est important, déjà, je vous dis, de prendre rendez-vous rapidement avec la pédiatre pour qu'il y ait... un avis médical. Et puis la parole d'un Et puis la parole, oui. Alors ouais. Cyril rajoute, il n'est pas content, il dit « Ne pensez-vous pas que la gêne ressentie par le père de ce garçon est justement liée au fait que celui-ci a été maltraité, d'où sa gêne et la peur de l'amalgame que vous faites ?» Écoutez, mais justement, j'essaie de pas lui faire des amalgames. Écoutez, non, chacun entend ce qu'il veut. Je trouve que vous y mettez beaucoup de précautions. Moi, je dis ce que je pensais par rapport à ça. Il y a quand même, je suis désolée, ce n'est pas stigmatiser, c'est prendre en considération quand même un passé et il y a une prudence à avoir des deux côtés. Il ne s'agit pas de... Mais si, en cas de doute... il faut être prudent évidemment, mais il faut penser aussi à votre fils. S'il y a un doute des problèmes de violence, de maltraitance, c'est quand même normal que vous soyez vigilante. Alors il ne s'agit pas d'accabler votre conjoint, il s'agit peut-être qu'il y ait une parole qui puisse émerger pour que aussi les choses puissent se dire. Et on n'est pas là dans un signalement judiciaire autre, on dit que une parole peut-être puisse émerger, que les choses puissent s'élaborer. Oui, voilà. Moi, ce serait plus de la précaution, en Bien fait, sûr, avant que les de la prévention, on dirait. De la prévention, exactement. Non, mais je crois, voilà, chacun entend ce qu'il veut, hein, vous savez. Merci en tout cas de votre appel. Remercie, oui. Au revoir Magali. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1. Cette émission est la vôtre. Vous pouvez y parler de tout en toute liberté en appelant le 39 21. Vous pouvez également réagir à tout ce que vous entendez par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit ou par courriel sur le site europe1.fr. Un petit courriel justement de Chaudron de la Barque qui revenait sur le témoignage de Frédéric en tout début d'émission. Frédéric qui nous confiait qu'il était au chômage depuis 2010, il était saisonnier et il nous disait que il avait un peu tout perdu, son emploi, oui, mais son couple, et il ne voulait pas demander d'aide, donc il avait perdu son logement et il se retrouvait à vivre dans sa voiture. Chaudron de la Barque nous disait une tranche de vie émouvante qui reflète le difficile contexte social où évoluent énormément de gens en cette période de rigueur où on tente de culpabiliser les plus modestes, des cracks boursiers et autres jonglages financiers dont les habitants de la France d'en bas subissent les dommages collatéraux. Les employés de Pôle emploi font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, autrement dit de moins en moins. Dans certaines grandes villes, il y a un conseiller emploi pour 100 demandeurs. Votre priorité, Frédéric, doit être votre logement. Ayez recours aux services sociaux. Et même si cette démarche vous coûte et blesse votre amour-propre, n'oubliez pas qu'elle n'est que ponctuelle. Demander de l'aide, c'est aussi avoir l'intelligence de faire ce qu'il faut pour avancer. Très bon courage à vous, en espérant que votre route s'éclairera prochainement. Bonsoir Sylvie. Oui, bonsoir. Merci de m'avoir pris à l'antenne. Je vous en prie. Je vous ai déjà téléphoné plusieurs fois et l'année dernière fois, c'était il y a 1 an et demi, donc en mars l'année dernière. C'était la veille du mariage de mon fils et normalement je devais y être et puis il n'a pas voulu que j'y sois.
Je sais pas si vous vous rappelez de ça, parce que ça fait quand même plus d'un an. Je me souviens d'un mariage, effectivement, oui, je savais pas si ça me dit quelque chose. Au dernier moment, de ne pas y aller, quoi. C'est vous qui avez décidé de ne pas y aller? Non, parce que j'étais un peu forcée, parce que mon fils m'a dit quand même qu'il ne voulait pas me voir à ce mariage, alors que les mois d'avant, il était content de m'en parler. Il faut dire que son père lui a pas mal monté la tête contre moi, parce que mon ex-mari, il a toujours fait ça depuis qu'il est petit, quoi. Et il a dit qu'il ne voulait pas me voir à ce mariage. Et puis comme il y a eu quelques conflits entre moi et mon fils, du coup, ça a tourné comme ça, quoi. Alors, pour qu'on situe un peu quand même le contexte, ce qui est paradoxal, c'est qu'il vous en parlait dans les mois qui ont précédé. Vous étiez en lien. Oui, il me demandait même des conseils au niveau de ses habits, tout ça. Enfin, il était content de m'en parler, oui. Oui, donc il avait besoin de vos conseils. Et qu'est-ce qui fait qu'au dernier moment, il y a eu ce revirement? C'est pas vraiment au dernier moment, c'est les mois d'avant. Il y a eu quelques conflits entre moi, lui et sa future femme. Enfin, des petites mauvaises ententes, on va dire. Et puis son père qui a poussé aussi, qui voulait pas m'y voir. Enfin, je sais pas trop. Mon fils c'est un impulsif, qui a un froid caractère. Il est très sensible, mais il est très dur aussi. Et dès qu'il y a quelque chose qui ne lui convient pas, mais ça peut changer vite, quoi. Alors, voilà. Vous êtes en conflit avec son père? Mais son père, c'est pas évident parce que donc il donne pas des bons conseils. Il a toujours m'a toujours critiqué, même quand on était mariés. Et là, je suis divorcée depuis 13 ans. Donc mon fils avait 13 ans quand j'ai divorcé. Il a 26 maintenant. Oui. Il a une fille avant de se marier, ma petite fille, qui va avoir 3 ans lundi. Oui. Et moi, cette petite fille, je l'adore, donc j'ai pu la voir quelques fois, mais pas beaucoup. Je pensais qu'en devenant père, il changerait, mais il comprenait certaines choses, mais au contraire, il se sert des fois de sa fille contre moi. C'est-à-dire pour me faire du mal, il sait que j'ai envie de la voir, lui parler au téléphone, et c'est lui qui décide quand il en a envie, combien de temps je peux parler. Bon, ça m'a étonnée. En février, je lui ai dit, en début d'année, si tu veux, je vais la garder, comme ça vous fera un peu de tranquillité. Il m'a dit, on verra. Puis en février, il m'a laissé garder 2 jours. Oui. Il me l'a amené. Moi, je lui ai ramené, tout s'est bien passé. C'était le moment de la Saint-Valentin. Je dis, comme ça, vous serez un peu tranquilles tous les deux. Et puis en avril, il avait envie de me la donner à garder. Mais moi, c'est sûr, j'étais pas très bien à ce moment-là. Il est venu me voir avant mon anniversaire. Il est venu me voir avec la petite. Ils sont allés à l'océan. Il est venu me voir après mon anniversaire. Mais pas au moment de mon anniversaire. Je sais pas s'il a fait exprès. C'est-à-dire que début avril et fin avril. Mon anniversaire, c'est mi-avril. Bon, apparemment, il m'en voulait pas que j'ai pas pu la garder à ce moment-là. Ça s'est quand même bien passé. Et puis là, il a déménagé en juillet. Il était content de m'en parler aussi. Il m'a fait comme pour son mariage. Et il me dit, après, ça y est, j'ai déménagé dans une maison, on est tranquille. Alors, depuis que j'ai demandé sa nouvelle adresse, impossible de la voir. Parce qu'il m'a dit, moi, je la donnerai quand j'aurai envie. J'ai fait un changement d'adresse pour 6 mois, de l'air de dire, bon, ben, c'est pas grave. Je suis pas forcée de te la donner. Alors, les téléphones, il a tout changé aussi. Puis à un moment donné, il a quand même sûrement pris un portable exprès. J'ai pu parler avec la petite. Mais depuis environ 3 semaines, il n'y a plus rien, quoi. Et il m'a dit qu'il allait déposer une plainte contre moi si je continue à insister pour l'adresse, pour le téléphoner. Un soir, j'ai eu la surprise de le voir qui me tapait à la porte chez moi, à 10h du soir, sans me prévenir. Oui. Il avait caché la voiture et il voulait parler. Bon, moi, je ne sais pas si j'ai bien fait ou mal fait, mais comme j'étais en colère après lui, qui me parlait de tribunal de police, je lui ai parlé, mais pas chez moi, à l'extérieur de mon domicile. Et je lui dis, quand tu veux parler, tu me préviens quand même à l'avance, que toi, tu veux qu'on te respecte. Donc c'est pareil pour les autres. Ne viens pas comme ça, depuis de 10h du soir, parler de choses importantes, quoi. Alors on a parlé, et puis il est reparti. Bon. De quoi voulait-il vous parler? Il m'a dit que voir si ça pouvait s'arranger, au lieu que ça va au tribunal, tout ça. Mais enfin, il voulait que ça s'arrange entre vous. Apparemment, oui. Oui. Alors je lui ai quand même parlé, mais pas à l'intérieur de chez moi, dehors. Bon, peut-être que j'ai mal fait, je sais pas. Mais j'étais quand même un peu en colère après lui. Oui, c'était moins propice à l'intimité. Oui, c'est sûr. Mais bon, là, c'était pas trop la bonne heure non plus. Il est venu sans me prévenir. Bon, il avait envie de me voir. Oui, il agit, c'est ça. Il est impulsif, là. Il avait besoin, il était angoissé. Il agit souvent comme ça avec vous, hein, mais l'année dernière, on m'a dit qu'il réagissait un peu comme un ado. Et c'est vrai que je lui ai dit l'autre jour, c'est vrai que tu as des trucs comme un ado. Parce qu'il me Quand il a besoin de vous, finalement, comme avant le mariage. Comme avant le mariage, il s'est rapproché de vous, il avait besoin de conseils. Il y a des moments où on est très proches, comme d'autres moments où on est très loin, quoi. Oui, mais vous êtes justement
peut-être c'est une relation presque très très passionnelle, hein, très. C'est un peu comme un couple, C'est juste, presque, oui. C'est justement, c'est pour ça que vos rapports sont certainement si tendus par moments. C'est parce que vous êtes finalement très proches. Parce que quand j'ai divorcé les années d'avant, c'est vrai que je me suis beaucoup reportée sur mon fils, peut-être que j'ai eu tort. Il me dit que j'étais trop possessive, je lui ai gâché son enfance, son adolescence. Je n'ai pas gâché parce que je me suis beaucoup occupée de lui, c'est vrai, peut-être trop des fois. Mais je faisais le père et la mère en même temps, donc c'était pas évident. Et lui, c'était le seul bonheur de ma vie, alors je me suis trop reportée sur lui, c'est sûr. J'étais plus mère copine que mère, quoi. Et c'est pas, des fois ça. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça se traduisait comment, la mère copine? Sa mère copine, ça veut dire que des fois il s'arrivait qu'il me disait certaines choses sur lui, ou quand il avait envie, ou ses copines. Mais après, quand il était ado aussi, quoi. Petit, ça allait très bien aussi, on faisait plein de choses ensemble. Oui. Puis je sais pas, et après il manque du respect aussi des fois, parce que quand on est trop copine. Ah oui, et oui. Moi j'essaie quand même de bien l'éduquer par rapport aux autres, par rapport à moi aussi, mais bon, son père a gâché tout ça. Alors. Oui, alors l'a-t-il gâché ou finalement est-il nécessaire qu'il y ait du paternel dans cette histoire? Et il n'était pas présent, mon ex-mari. Oui, mais c'est peut-être bien qu'il le soit aujourd'hui. Il était présent physiquement, mais il était là virtuellement, on va dire, quoi. Bon, peut-être qu'aujourd'hui, il a un peu plus, physiquement et psychiquement. Oui, là, il me dit que son père, quand même, bon, il peut parler des fois avec lui, ça arrive. C'est bien. Alors, vous dites, son père, vous dites, il fait tout, les conseils qu'il donne, ils ne sont pas les bons. Tant pis. Ce sont des conseils paternels et c'est important pour votre fils. Bien sûr que c'est important, mais oui. Qu'il ait ce lien-là, parce que ça lui permet aussi un peu de sortir par moment de la fusion qu'il a avec vous. Et cette fusion, elle vous est aussi préjudiciable parce que il est presque trop proche de vous. Mais oui. Et donc il a cette exigence où vous devez être toujours disponible pour lui. Vous voyez, il est 22h30, il vient chez vous, et il faut qu'on parle, il faut qu'on s'explique. C'est pareil. Oui. Mais par contre, lui, il faut le respecter. C'est lui qui décide quand il a envie. Si ça lui convient pas, ça lui convient pas. Voilà. Alors vous, c'est-à-dire que vous tombez dans, vous voulez ce qu'on pourrait comprendre, hein, après tout, d'avoir son adresse, normalement c'est un minimum, mais il a peur d'être envahi. Derrière cela, il vous parle de sa peur d'être envahi par vous. Oui, parce qu'il me dit de faire ma vie, moi je fais la mienne, il faut moi la paix. C'est intéressant de faire votre vie. Et oui. Et oui. Donc, oui, et ça change la face quand même à bientôt 50 ans, oui. Enfin, je l'ai fait, ma vie, mais je suis souvent inquiétée pour lui, même adulte, quoi. Et je me dis, c'est quand même mon fils, c'est le seul que j'ai. Je m'inquiète pour lui, c'est normal en tant que mère. Après, pourquoi vous vous inquiétez autant pour lui? Quand même. Je suis moins possessive, ça c'est sûr. Pourquoi vous vous inquiétez autant pour lui? Parce que des fois j'ai eu peur pour lui. Bon, c'est vrai une fois il était petit, j'avais eu un message au téléphone comme quoi, j'en ai parlé longtemps après, comme quoi il fallait faire attention à mon fils, que quelqu'un me voulait du mal apparemment. Ouais. Bon, après c'est resté comme ça, c'est la seule fois que j'ai eu. J'ai souvent eu peur de perdre comme mon fils. C'est le seul vrai bonheur que j'avais dans ma vie. Donc. Oui, mais justement, c'est le problème, c'est que peut-être que c'était un peu trop ce qui donnait du sens à votre vie. Oui, donc aujourd'hui. Là, il serait important que vous trouviez aussi d'autres sens à votre vie que votre fils. Mais là, il me rend service un peu. Ou votre petite fille. Comment? Ou votre petite fille. C'est-à-dire que votre petite fille, bien sûr, c'est normal que vous aimiez profondément votre petite fille. Elle me ressemble un peu physiquement, mais elle est mignonne, oui, ça c'est sûr. Mais ça, je n'en doute pas. Mais plus vous allez être en attente, plus vous allez inonder son téléphone portable de messages pour lui demander son adresse, bien sûr que ça l'énerve. Mais oui. Et plus il va vous tenir à distance. Mais ça, j'ai compris, oui. Mais il me rend service parce que maintenant, je me dis, bon, chacun sa vie, ça c'est une chose. Il faut laisser passer du temps, peut-être qu'il reviendra de lui-même. Il reviendra, forcément. Oui, de lui-même. Oui. Et en même temps, maintenant, je réalise mes rêves que je n'ai pas fait jusqu'à maintenant. Bon, c'est bien. C'est-à-dire que je change de métier. Oui. Parce que je suis agent de sécurité, je veux être fleuriste, ça n'a rien à voir. Ah oui, ça n'a rien à voir, non? C'est bien de s'occuper des fleurs. Je suis pas moitié quand je l'ai fait. Oui, c'est un joli métier, ça. 2-3 ans de le faire, donc je me suis renseignée, je me suis inscrite à une école qui est un peu loin de chez moi, à 1 heure de route, mais bon, je suis obligée d'aller là. Et j'attends une réponse, normalement je vais être acceptée, quoi.
Bon, mais c'est formidable, hein, parce que vous investir comme ça, faire une formation, être dans un nouveau métier, et vous allez être dans un métier de contact. À bientôt 50 ans, oui. Ben, oui, mais c'est formidable, parce que là, vous allez être les gens, vous allez pouvoir les conseiller, faire des bouquets. La vente, tout ça, oui, ouais, ça s'entend. Oui. Mais quelqu'un qui aimait bien parler. Oui, ça, c'est sûr. Trop des fois, on me dit. Mais... Oh ben, dans ce métier-là, non, on parle jamais trop quand on est commerçant. Les plantes et les fleurs, j'ai pensé il y a 2-3 ans quand même, j'ai dit je devrais associer les deux, la vente et les fleurs. Et si je ne peux pas faire fleuriste, quitte à faire aussi, je ne sais pas encore si je vais être prise, mais sinon une formation par correspondance c'est plus difficile, mais ou fleuriste ou animateur nature, choses comme ça, quoi. D'accord, oui. Je crois que j'ai trouvé mon truc, ça y est. Mais c'est bien parce que vous avez un projet. Oui. Là, qui vous tient à cœur, donc c'est une très bonne chose. Après, pour l'année prochaine, vers l'océan, parce que j'adore la mer, et je me dis, là, je suis à au moins 1 heure de l'océan. Et bon, mais c'est formidable d'être pleine de projets, parce que vous savez, quand il y a un changement comme ça dans la vie, ça en entraîne plein d'autres. Hein. Et oui, puis après, je pense que les choses s'arrangeront d'elles-mêmes avec mon fils. Oui, je pense, parce qu'il va vous sentir plus, il va vous sentir plus comblé. Voilà. Il va sentir que vous réalisez vous sur un plan personnel, donc vous serez moins en demande vis-à-vis de lui. Service. Oui. Mais oui. Mais bon, c'est quand même pas trop normal que je peux pas savoir où ils habitent. J'ai pas de numéro de téléphone. Mais je suis d'accord avec vous. C'est vrai qu'il y a quelque chose. Normalement, on sait où habitent ses enfants, mais là, il y a quelque chose de réactionnel. Il faut le laisser faire un peu. Oui, pour le moment, oui, parce que vous le savez. Plus vous allez lui demander, moins il vous le donnera. Donc à un moment, il a toujours fonctionné comme ça. Hein. Les exemples que vous m'avez donnés, il est toujours revenu vers vous. Le lien n'est pas rompu. En fait, vous êtes très proches. Je pense qu'il m'aime beaucoup, mais... Oui. Et c'est pour cette raison qu'il y a des moments comme dans un couple de clash. Or, il a besoin, à un moment, de prendre un peu de distance, parce que quand il vous dit fais ta vie et laisse-moi faire la mienne, oui, il se trouve qu'il vient de se marier et qu'il a besoin aussi de se consacrer à son couple. Il est père, donc il faut bien pour pouvoir vivre sa vie d'homme, de mari, de père, il faut bien qu'il se détache un peu de sa mère. Ça ne veut pas dire qu'il ne vous aime plus ou qu'il vous aime moins. Non, mais bon, il m'a fait des choses très dures quand même. Hein. Je n'en doute pas, mais on fait parfois des choses très dures aux gens qu'on aime. Hein. Il en a dit, il en a fait. Bon, là, il y a une petite fille qui arrive encore, il y a une deuxième petite fille qui arrive en novembre. Est-ce que ça va arranger les choses? J'espère. Si vous acceptez de prendre votre place davantage peut-être justement de grand-mère et de lâcher un petit peu votre, si vous voulez, cette place de mère et je pense que vous allez à partir du moment où vous dans tous les projets que vous êtes en train de mettre en place là et de vous réaliser vous dans votre vie, je pense que ça va se mettre en place, oui. Chacun un peu sa vie de son côté, puis après on se retrouvera mieux, quoi. Oui. Pour résumer la chose. Oui. Est-ce que vous avez 2 minutes pour que je vous lise le poème que j'ai écrit sur moi, sur ma vie? Oui, il n'est pas trop long. Non. D'accord, je vous écoute. Je vais essayer de lire vite, mais bon, quoique la poésie, ça se lit pas vite. J'ai les nuages de ma vie. Mes rêves du passé ont été brisés, parfois oubliés. Depuis mon enfance, trop de douleur dans ma vie, dans mon cœur. Mensonges, méchanceté et secrets, même mon enfant, on l'a éloigné. Bientôt 50 ans de douleur avec peu de bonheur. Lola, ma petite fille, le soleil de notre famille. L'amour va gagner, ta mamie te le promet. Vouloir effacer les mauvaises années, les orages, les nuages passés. Sans amour ni soleil, pour une vie qui s'éveille. Réaliser mes rêves, mes désirs, pour un meilleur avenir. Voilà. C'est écrit ça début août. Vous êtes en train de les réaliser, hein, mais c'est ce qu'il faut que je fasse, de les concrétiser. Que lui voit aussi que je me bouge, que je fasse des choses bien. Oui, mais c'est ça. Vous commencez sur une note assez un peu sombre, hein, cette vie. Et finalement vous allez. Tout reste largement ouvert, hein, franchement. Ben oui, mais moi je suis optimiste, j'aime la vie. Mais ça s'entend. C'est pour ça que je pense qu'au départ vous avez, c'était un moment où vous étiez peut-être un peu triste et ça fait partie de votre poème. Mais on sent qu'il y a beaucoup d'énergie en vous, hein. Mais mon fils il est comme moi, je pense. Oui, certainement. Il y a beaucoup d'énergie. Oui. Donc vous allez la mettre à profit. J'ai eu un cancer en 2004, vous savez, c'est grâce à ma volonté que je m'en suis sortie aussi. Hein, donc, je vous ai appelé de temps en temps comme ça.
Et je vous remercie de votre émission. Mais vous m'appellerez quand vous serez... Je ne sais pas s'il dort, s'il a écouté ce que j'ai dit. J'espère qu'il m'a écouté. Parce qu'il écoute l'émission. Ça va s'arranger. Oh, moi, j'en suis convaincue. Je lui ai dit que même il pourrait vous appeler, ce serait pas mal. Mais bon. Ah non, on ne se refait pas, hein, mais je sais pas s'il le fera. Mais et pourquoi il le ferait? C'est pas parce que vous... Mais il est pas... non, bien sûr qu'il n'est pas obligé. Non, c'est pas parce que vous m'appelez que votre fils doit m'appeler. De parler à quelqu'un d'extérieur de la famille, c'est bon ça. Qu'est-ce que vous en savez? C'est ce qui lui ferait du bien. Il est assez grand pour savoir, lui, ce qui lui ferait du bien. C'est sûr que je reviens toujours avec mon caractère. Hein? Eh oui, il faut le lâcher un peu, votre fils. Il y a Brigitte qui dit, allez, votre fils va être soulagé de vous voir investi dans un métier que vous aimez. Et il aura certainement moins peur de se rapprocher de vous. Et puis il y a Virginie qui dit, vous voici épanoui dans un rêve que vous accomplissez enfin. Oui. Toutes mes félicitations à vous. Merci. Et vous pourrez nous rappeler quand vous serez... C'est Virginie. D'accord, c'est gentil. Vous pourrez nous rappeler quand vous serez au bord de la mer et que vous aurez votre belle boutique de fleuriste. Mais vous inquiétez pas, je vous rappellerai l'année prochaine pour vous dire si j'ai tout réalisé. Avec plaisir. Alors, à bientôt. Voilà. À bientôt. Je vais tout faire pour. Je vous remercie. Au revoir. À bientôt. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Caroline Dublanche. Allez, on va accueillir Delphine. Bonsoir Delphine. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je vous appelle au sujet de ma fille. Oui. Elle a 17 ans et demi. Et puis, quand elle était petite, elle a eu un problème de santé. Et actuellement, je vois qu'elle est très fatiguée. Et je ne sais pas comment trop faire. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé quand elle était petite? À 3 mois, on a su qu'elle avait un problème un problème de cœur. Donc, elle a été opérée d'une CIA à cœur ouvert. Oui. Elle a eu passé un mois de thérapie. Et actuellement, maintenant, elle a 17 ans et demi. Oui. Et je la trouve, depuis qu'elle a repris l'école, elle est en 2e année de sanitaire et social. Oui. Et je trouve qu'elle est très fatiguée. Oui, cet été, ça allait. Oui, cet été, ça a été parfaitement. Donc c'est récent, cette fatigue-là. Oui, mais l'année dernière, elle me l'a déjà fait. Elle a été passée un mois sans pouvoir aller au lycée. Et puis là, ça fait 2 semaines à peu près qu'elle a repris et je la trouve vraiment pas trop bien. Mais qu'est-ce qu'elle en dit, elle, votre fille? Elle dit qu'elle est très fatiguée aussi. Elle se sent fatiguée. Ah ouais, mais est-ce qu'elle elle continue à avoir un suivi sur le plan, elle est suivie par un cardiologue? Oui, exactement. Mais depuis l'année dernière, elle ne veut plus. Mais bon. Pourquoi? Elle dit qu'elle en a marre, elle ne veut plus. Oui, mais ça, c'est important qu'il y ait un suivi, hein. Ah oui, oui. De ne pas passer à côté, quand même. Là. Non, voilà. Alors, donc, elle ne l'a pas vu, elle n'a pas vu de cardiologue depuis quand? Depuis l'année dernière? Oui, parce que maintenant, ils disent que pour eux, elle est guérie. D'accord, c'est important, ça. Oui, mais comment... Et maintenant, c'est pas avant 3-4 ans, les examens, tests d'effort et tout, mais elle veut plus. Alors, on la force, parce que c'est pour elle, quoi. Mais alors, le cardiologue, bon, déjà, le fait qu'ils disent que votre fille est guérie, vous savez, quand un médecin parle de guérison, ils ne prononcent jamais ces paroles sans être sûr de leur diagnostic, de leur pronostic. Hein. Ils ne s'avancent pas comme ça à tâtons. Hein. Non, donc, si lui-même a dit que c'était pas nécessaire de la voir tous les ans. Non, il dit que non, c'est pas nécessaire parce que ces tests de l'effort, ces échocardiogrammes, tout était bon. Tout est bon. Bon, mais ça c'est déjà très très positif. Oui, maintenant, si elle se sent fatiguée actuellement, elle peut déjà voir le médecin généraliste. Oui, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit qu'on allait reprendre rendez-vous chez le médecin. Oui. Et qu'on allait voir, quoi. Mais c'est très difficile. Elle est
plus un thème, elle est très têtue. Mais c'est-à-dire que c'est souvent compliqué. On rencontre souvent cette problématique-là chez les enfants qui ont eu de graves problèmes de santé et qui, par conséquent, ont eu un suivi médical ou des maladies chroniques et un traitement durant l'enfance. Et souvent, au moment de l'adolescence, il y a une rébellion, il y a un refus, des soins, un refus, qui est une façon pour eux de dire qu'ils s'approprient vraiment leur existence, leur vie, ils veulent parler en leur nom propre. Alors, ce qui est très compliqué à gérer, parce que ce faisant, ils peuvent se mettre, dans certains cas, en danger. Je pense à des maladies chroniques telles que le diabète. On voit parfois des adolescents dire refuser les soins. Il y a toute une négociation à entreprendre avec eux, parce qu'on ne peut pas... si vous voulez, les soigner malgré eux. Donc il y a vraiment toute une médiation à entreprendre, parce que jusque-là, c'était les parents qui, évidemment, intervenaient, et ils le ressentent comme trop d'emprise. Ils ont besoin de parler vraiment leur nom propre. Donc votre fille, elle peut arriver aussi à cette période-là où elle dit « j'en ai assez de l'univers médical et des médecins ». Pour autant, si elle se sent comme ça très fatiguée, elle peut aussi en avoir assez de cette fatigue et comprendre d'où ça vient. Ce qui d'ailleurs peut être une fatigue qui n'est pas liée à ce problème, à ces problèmes cardiologiques. On peut être fatigué pour d'autres raisons. Oui, parce qu'elle me l'a fait l'année dernière. Elle a été, je vous dis, passé 4 semaines en arrêt, puisqu'on y a fait, le médecin lui avait prescrit une cure de magnésium pour la remonter. Ça lui avait fait du bien, quoi. Et là, ça me paraît tôt, parce qu'elle a repris le lycée depuis à peine 15 jours. Et puis, là, je me suis dit, et au soir, quand j'ai des amis qui sont venus, ils m'ont dit, maman, sa fille, elle est blanche, elle a une sale figure. Bah, écoutez, bon, je sais, elle se lève à 5 heures du matin, elle rentre du lycée les 7h moins le quart le soir. Elle mange, elle prend la douche et elle va coucher à 9 heures. Pas plus tard, elle est couchée. Alors, je me dis, et je l'avais remarqué qu'il y avait un problème. Et elle me dit, je suis fatiguée. Alors, oui, c'est pas. Oui, alors c'est vrai que le changement de rythme, parfois entre le rythme des vacances où évidemment il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas ces horaires de devoir se lever tôt, et parfois il peut y avoir justement dans ce décalage, cette brutalité, la reprise des horaires peut créer comme ça une fatigue, un peu. Il y a un peu un blues aussi de la rentrée, un coup de blues de la rentrée, un peu moralement, que beaucoup de personnes accusent de devoir se remettre comme ça dans un rythme un peu un quotidien. Bon, il peut y avoir les deux, mais enfin, c'est quand même important de s'assurer physiquement que ça va, faire déjà un examen médical, prendre la tension, un petit bilan sanguin, voilà. Donc ça sera important qu'elle le fasse. Oui, voilà. Mais c'est pas évident. C'est dire qu'elle ne reste pas, parce qu'on sent bien votre inquiétude vous derrière, et ça se comprend. C'est-à-dire, je pense que si elle n'avait pas eu ces graves problèmes de santé au tout début de sa vie, vous diriez ma fille est fatiguée, mais il n'y aurait pas cette angoisse derrière. Voilà. Alors que là, on vous sent très angoissée. Ah oui, moi ça me... Mais ça vous bouleverse. Oui. Vous avez peur pour elle. Oui. Vous avez peur comme vous aviez eu peur quand elle était petite. Exactement. Vous avez peur de la perdre finalement. Un peu toujours. C'est ça. Oui. C'est toujours présent en vous, cette peur. Je lui donnerai ma vie. Oui. J'ai eu un garçon avant et on n'a jamais eu ce problème-là. Ouais.
Même de le côté de mon mari, comme mon côté, on n'a jamais eu ce problème comme ça, quoi. Alors, quand j'en ai parlé, qu'on a su au cardiologue, j'en ai parlé, j'ai dit, écoutez, du côté de mon mari ou mon côté, on n'a jamais eu ce problème-là. Il m'a dit que c'était la nature, c'était comme ça. J'ai dit, oui, il a fallu que ça tombe sur nous. Oui. Et oui, on cherche toujours des explications rationnelles, mais dites, il y a un sentiment d'injustice et puis en même temps, il y a un sentiment de culpabilité. Oui. De se dire pourquoi finalement, comment ça... Qu'est-ce que j'ai transmis, qu'est-ce que j'ai pu transmettre, pourquoi mon enfant j'ai pas été en mesure de lui transmettre comme ça le meilleur, alors que vous n'êtes pas en cause évidemment, mais vous avez beau le savoir de façon rationnelle, on n'est pas dans le rationnel. Oui, c'est sûr. Oui. Donc vous seriez prête à tout et ces angoisses, elles ressurgissent aujourd'hui. C'est-à-dire que dès que vous voyez votre fille qui est pas bien, qui est un peu fatiguée, vous avez peur. La peur est là et elle est viscérale. Hein. Je m'imagine toujours des choses. Vous imaginez le pire. Voilà. C'est ça. Oui. Et elle doit sentir votre fille aussi. Je ne lui fais pas voir. Non, vous ne lui faites pas voir. Ça, je m'en doute. Mais elle doit un peu ressentir cette peur. Je sais pas, mais... Oui. Oui, c'est un gros problème. Oui. Vous avez été un peu entouré, vous avez pu parler justement de vos angoisses, enfin de tout ce que ça a pu... Pas trop. Pas trop? Non. Parce que je garde beaucoup pour moi. Quand il y a un problème, c'est beaucoup pour moi. Je gère moi-même, mais il y a des moments, c'est pas évident. Pas du tout. Eh oui, ça aurait été important et ça pourrait l'être encore parce que c'est quand même une situation très très douloureuse de devoir faire face à, comme vous dites, un tout petit bébé comme ça et on se retrouve avec une opération à cœur ouvert, cette peur de le perdre. Vous avez dû vivre des années très très angoissantes. Hein. Oui. Oui, j'en ai vécu. Bah oui, forcément. Ouais. La nuit, je me levais pour surveiller, voir si elle respirait. Si elle respirait bien, oui. Déjà que les parents, souvent de bébés, ont peur de la mort subite du nourrisson. Donc, vous, dans un tel contexte, on peut imaginer assez aisément ce que vous avez dû traverser. Vous savez, quand on vit comme ça des années dans un état de peur, d'angoisse, ça laisse des traces très, très profondes. Oui, c'est vrai. Donc aujourd'hui, c'est présent en vous. Oui. Alors votre fille, elle réagit différemment. Elle peut justement avoir l'impression de le traiter un peu, parfois même presque de se négliger. Oui, Il peut y avoir l'attitude inverse et souvent au moment de l'adolescence. Oui. Vous voyez, là où les parents peuvent être dans la protection, voire la surprotection, l'adolescent, lui, peut avoir tendance à se négliger, ce qui est un autre problème, hein, évidemment. Oui. De dire, c'est pas si important. Hein. Oui, elle a dit qu'elle s'en fout. Voilà. Oui. Et pour moi, non, c'est pas comme ça, quoi. Bah, bien sûr. Je gère autrement, quoi, je veux dire. Ouais. Écoutez, je pense qu'il est important qu'elle voit déjà pour elle et puis pour vous, par rapport à cette fatigue, qu'elle revoie le médecin, hein, pour déjà qu'il fasse un examen médical classique. Et puis en fonction de peut-être qu'il prescrive un petit bilan sanguin parce qu'elle peut avoir, je sais pas moi. Une petite baisse, une petite. Ça peut n'être rien, vous voyez. Oui, exactement, oui. Hein, ça peut être rien. Oui, parce que la dernière fois, quand ça s'est arrivé l'année dernière, il lui avait fait des prises de sang, tout qui était très bonne. Oui, ça peut être le changement de rythme. Le changement de rythme.
Bon, je sais. Bon, là, elle a un petit copain actuellement depuis le début de l'année. Et puis, bon, elle m'a demandé pour avoir la pilule. Bon, je lui ai dit oui, mais avec ça cause un petit problème parce que elle a le droit qu'à une sorte de pilule. Et depuis un petit moment, elle se retrouve qu'elle est toujours dans le sang, quoi. Elle est toujours dans le sang. Elle voit toujours. Enfin, vous savez, elle perd actuellement un peu souvent, quoi. Alors je lui ai dit, c'est pas normal, il faut s'en occuper. Alors elle me dit oui, mais c'est peut-être. Le médecin elle perd du sang, vous voulez dire? Oui, voilà, oui. Oui, mais ça doit pas être c'est pas hémorragique non plus, j'imagine. Non. Mais enfin, il faudrait qu'elle revoie la gynécologue qui lui a prescrit sa pilule. Oui, voilà. Et je lui ai dit, un médecin lui avait dit, c'est pas sûr que ça marche parce que il y a qu'une pilule pour, comme avec son cœur, elle peut pas prendre n'importe quoi. Oui, ben oui. Donc il y a peut-être un problème aussi de tout ça, que ça joue aussi. Je sais pas. Mais, c'est-à-dire, oui, alors elle doit en avoir tellement marre, votre fille, que de voir les médecins, que ça peut se comprendre, mais qu'elle ait du mal à faire la démarche. Cela dit, là, c'est une bonne motivation si elle a un petit ami et qu'elle souhaite prendre la pilule, qu'elle reprenne quand même un rendez-vous avec la gynécologue qui lui a prescrit cette pilule. Il peut y avoir comme ça des saignements un peu intempestifs les premiers temps, voire ça peut être aussi le temps que son organisme s'habitue, je ne sais pas, il faut qu'elle en parle avec la gynécologue. Là, elle peut être davantage motivée que voyez, pour aller voir un médecin, le cardiologue et autres. Parce que elle a quand même la perspective du petit ami derrière. Il faut qu'elle règle ça, en tout cas. Hein? Elle ne serait... Bon, pardonnez-moi de vous poser la question, mais elle ne serait pas enceinte. Ah non, parce que, bon, elle prend la pilule... Non, parce que vous me dites, elle est blanche, elle est fatiguée tout le temps, elle est... est-ce qu'il n'y a pas une grossesse? Non, elle prend la pilule, oui, mais il peut y avoir des grossesses sous pilule, hein. Oui, non, mais je veux dire, elle n'a pas encore eu de rapport sexuel. Voilà, parce que je lui ai demandé, on parle beaucoup quand même de tout ça. Mais non, pour l'instant, il n'y a pas eu de rapport sexuel entre eux. Alors donc... Bon. Écoutez, qu'elle voit avec sa gynécologue déjà, parce que ça peut la fatiguer, ça. Et puis avec elle peut effectivement manquer un peu de globules rouges. Elle peut, voyez, elle peut peut-être manquer un peu de fer. Hein. Oui, exactement. Oui, ça peut être aussi parce que le médecin lui a prescrit du magnésium, mais si à côté de ça, elle a des saignements, pas mal de saignements, même si c'est modéré, elle peut, comme beaucoup de femmes manquent de fer. Et un manque de fer, ça crée une fatigue terrible. Oui, parce que quand elle a été opérée, un moment après, elle m'a fait l'anémie. Oui, mais ça crée une fatigue terrible. Hein. Oui, donc il suffirait, voyez, ça avec un bilan sanguin, on peut demander, on voit, et à ce moment-là, on lui en prescrirait, et elle récupère, parce que la pâleur. Ça, c'est un signe aussi, hein, souvent. Elle est beaucoup blanche. La pâleur, le fait qu'elle est très fatiguée. Ouais. Donc, il faut aussi vous rassurer, vous dire que c'est pas forcément lié, et même peut-être pas du tout avec ses problèmes de cœur. Ah oui, peut-être. En revanche, peut-être que mais ça, c'est bon. Pourrait faire l'objet d'un autre appel. Vous avez peut-être besoin d'un endroit où déposer vos angoisses. Parce que vous gardez beaucoup de choses et vous avez quand même dû vivre des années très difficiles. Je pense que ça serait, quand on voit l'émotion qui est la vôtre, je pense que il est jamais trop tard pour en parler. Hein? Oui, mais c'est pas toujours évident. C'est pas évident, mais je pense que ça vous ferait du bien. Bon courage. Merci. Au revoir Delphine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes les minutes. Bonsoir Anne. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Voilà, donc je vous appelle parce que je suis à un moment de
de rupture dans ma vie, un moment très difficile. J'ai 44 ans. Je suis mariée depuis 12 ans, en deuxième mariage avec un homme qui a 2 enfants. Oui. D'un premier mariage. Et moi aussi, j'ai 2 enfants d'un premier mariage. Cet homme-là, j'étais éperdument amoureuse de lui. Il était charmant au départ, très attentionné, il me gâtait, il était gentil avec mes enfants. Et puis, j'avais un poste d'assistante de direction dans un bureau et je m'ennuyais. Et pour lui, ça lui convenait très bien puisque je voyais personne. Moi, je suis une femme assez jolie, je plais. Et c'est un homme qui est plutôt jaloux. Donc, ça lui allait très bien. Je gagnais suffisamment ma vie pour rien lui demander financièrement. C'est un homme qui a de gros problèmes avec l'argent dans le sens où il en a beaucoup, mais il ne veut pas en donner. Donc voilà, donc cette vie lui allait très bien, mais moi je m'ennuyais. Donc j'avais d'autres projets professionnels et j'ai voulu travailler dans les cosmétiques. Donc l'année dernière, donc j'ai quitté ma société. J'ai repris des études en cosmétique. Je suis sur Lyon. Oui. Et moi, ça m'a épanouie parce que c'est ce que j'aime. J'aime vraiment cet univers-là. Et lui, il n'a pas du tout compris, surtout que j'ai plus de revenus. Donc, il a fallu que je me débrouille. Et j'ai quand même 2 enfants. Mm-hmm. Et cette année, et tout au long de l'année, il a été très dur. Moi, il fallait que je travaille le soir. C'est pas évident de reprendre des études à 44 ans. Ça me plaisait, mais c'était compliqué, quoi. J'avais des gros projets à mettre en place, des choses comme ça. Et toute l'année, il m'a dit, mais tu n'y arriveras jamais, t'es complètement folle à 44 ans, on est en pleine crise, t'avais un salaire, et qu'est-ce que tu nous emmerdes, t'emmerdes le monde. Enfin, il m'insultait, il me laminait tout le temps, il me disait que j'y arriverais jamais. Donc j'ai vécu une année très difficile. Pour les enfants aussi, ça a été compliqué. Mes enfants, ils ont besoin d'avancer dans leurs études, ils ont 14 et 17 ans. Et puis cet été, ça a été calme. Il a été plus doux, j'étais tout à lui, j'avais réussi mon examen. Mes enfants étaient peu là, donc j'étais disponible avec lui. En fait, il a besoin Enfin, je suis sa chose. En gros, je suis sa chose. Il faut surtout rien que je lui demande, il faut que je m'occupe de lui. Et ça lui va très bien. Mais quand vous travailliez, pourtant, vous n'étiez pas toujours disponible pour lui ? Non, mais lui, il avait une activité il a une activité dans le quotidien, si vous voulez, mais ça l'a énormément blessé parce que l'année dernière, j'ai pas pu partir en vacances avec lui. Il est parti à l'étranger, et moi, je l'ai pas suivi ma priorité, c'était réussir mes études. Donc, ça a été très dur, je vous avoue. Et puis là, je reprends l'année, donc je reprends quelques animations en cosmétique. Et puis, je reprends aussi... je travaille dans un réseau de marketing de réseau en cosmétique, voilà. Donc je me démène pour trouver une activité, pour gagner de l'argent. Et pour ça, il faut beaucoup d'énergie. On a besoin d'un homme qui nous soutient. Et lui, tous les matins, il me passe à la moulinette en me disant que j'arriverai jamais à rien, que je suis nulle, que j'aime pas ce qu'il aime, que je dois partager ce qu'il aime. Voilà. Donc j'ai pris la décision de le quitter. J'ai pris la décision de me quitter, donc je lui ai dit hier, surtout qu'il m'a poussé, il me dit, si tu veux me quitter, tu n'as qu'à partir, tu prends tes responsabilités, moi je te donnerai rien, de toute façon, tu te débrouilles. Donc j'ai pris cette décision, je me suis dit jamais j'arriverai à avancer avec lui, il me coupe tout le temps l'herbe sous les pieds, j'essaye moi d'avoir de l'énergie, de croire en moi, de croire en la vie et en mes projets, mais si j'ai un homme qui me lamine à chaque fois, c'est pas possible, j'avancerai pas. Oui. Donc j'ai pris la décision de quitter. Je lui ai dit hier, écoute, voilà, je vais faire un break, je vais partir, je vais prendre un appartement. J'ai pas un rond, je sais pas comment je vais faire, mais j'ai dit c'est plus possible. Et puis on a annoncé la nouvelle à mes enfants, et moi c'est vrai que mes enfants c'est essentiel pour moi, le bonheur de mes enfants, le bien-être de mes enfants, mais ils sont évidemment très 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 mal, très perturbés, ils ont peur. Donc là, je me pose beaucoup de questions. Je me dis, est-ce que t'es pas folle ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Et si je continue avec cet homme, je vais devenir quoi ? Il va m'écraser, je vais jamais y arriver, quoi. Donc je suis prise dans un étau
Et bon, j'ai le soutien de mes amis, de ma famille, mais c'est très dur. Je sais plus quoi faire. Franchement, vous avez peur de ce saut dans l'inconnu. C'est compliqué parce qu'en même temps, c'est toujours compliqué. Hein, le changement est angoissant, c'est normal. Mais vous parlez quand même d'une situation d'écrasement. Vous avez dit à plusieurs reprises que cet homme vous lamine, que tous les matins il vous dit que vous êtes nul, que vous n'allez pas y arriver. En même temps, comme vous repartez au combat tous les jours et ça se passe plutôt bien, vous êtes à un moment de votre vie où de toute façon, vous aviez amorcé le changement en changeant de voie, de secteur, et il ne l'a pas supporté. Non, il n'a pas supporté. Il n'a pas suivi. Ça arrive, hein, ça, dans les couples. Que le fait de vous voir, je ne sais pas tant si c'est parce que vous étiez sa chose, plutôt vous lui échappiez. Voilà, c'est donc exactement vous lui échappez, il s'est senti démuni, je sais pas, ça a représenté une menace pour lui, ce changement d'orientation professionnelle, et donc il a commencé à vous dénigrer. C'est exactement ça. Voilà, il a commencé à vous dénigrer, à vous déprécier. Donc, malgré tout, vous continuez à avancer sur votre voie. Alors, cet été, et c'est pas un hasard, cet été où vous avez délaissé votre activité professionnelle, là, à nouveau, ça s'est bien passé entre vous. Mais dès que la rentrée recommence, où vous continuez votre projet, ça reprend. Alors, si vous pouviez en parler ensemble en disant qu'est-ce qui se passe, pourquoi avec lui, pourquoi ce changement d'orientation professionnelle de ma part te menace autant, de quoi a-t-il peur finalement cet homme, qu'est-ce qui lui fait peur, peut-être y aurait-il un avenir dans votre couple. Maintenant, souvent, j'ai envie de vous dire, un changement d'orientation, un changement en entraîne un autre, et peut-être que ce changement d'orientation professionnelle entraîne aussi un changement sur un plan personnel. Donc ça, je ne peux pas le décider à votre place, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, si cet homme réagit comme ça, c'est parce qu'il se sent menacé par ce changement de statut. Et donc, il vous dénigre. Vous voyez, il y a eu quelque chose pour que ça soit aussi subi. Alors après, à vous de réfléchir à ce que vous voulez, vous, et à ce que vous voulez, à ce que vous désirez profondément. Ça en vaut la peine, je crois. Bon courage en tout cas, et bonne chance pour l'avenir. Au revoir. Très belle nuit à vous, faites de jolis rêves.